Merci de rester à notre compagnie pour la dernière partie de New World Forum, les contre-vérités et les vérités dans le cadre de la pandémie de la maladie à coronavirus. C'est ce dont nous parlons avec deux spécialistes. Le professeur Charles Kondi Agba, il est médecin vétérinaire, ancien ministre de la Santé du Togo. Et le professeur Mounérou Salou, il est bactériovirologue, enseignant-chercheur à la faculté des sciences à l'université de Lomé. Donc merci de rester avec nous pour cette seconde partie qu'on va aborder avec la question de l'Afrique et de sa résistance face au coronavirus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la pandémie est déjà vaincue sur le continent? Professeur Salou. Merci, M. Gilles. Pandémie déjà vaincue, je dirais non. Il faut que nous soyons très prudents. On n'a pas encore gagné la bataille. Est-ce qu'on a gagné des combats? Pour parler de dire gagner même la guerre, il faut que nous soyons encore très mobilisés, très soudés, très sérieux pour le respect des mesures barrières, pour éviter la transmission en masse. Nous avons déjà des cas de transmission communautaire et cela devrait nous effrayer un peu. Est-ce que l'Afrique a encore les moyens pour faire face à cette pandémie pendant longtemps encore? Les ressources existent-elles encore? Peut-être que vous préciserez mieux votre question. Sinon, pour moi, ce que nous voyons dans les différents pays africains, tout le monde progressivement est en train d'aller vers la reprise. Et nous l'avons dit tantôt, il faut que nous intégrions ce virus dans notre vie. Est-ce que ce n'est pas une reprise, justement une reprise forcée, parce que on semble être au bord de l'essoufflement? Même si elle est forcée, nous avons un sens. Et nous comprenons que mieux vaut reprendre que d'attendre et s'adapter à cette nouvelle vie. Justement, parce que la question que beaucoup se posent, on avait un cas, deux cas, on a fermé école, église, mosquée, tous les rassemblements, etc. L'Afrique a quelques milliers de cas aujourd'hui, votre pays, le Togo, a près de 500 cas. Malgré ça, on décide de l'ouverture des lieux publics. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Nous avons déjà, durant 3 mois, nous avons une petite expérience. Nous commençons à comprendre le phénomène, le fléau. Et si nous voulons le dompter, il faut que nous nous mettons en position de force pour le dominer. Et cela passe par la reprise. Et c'est en faisant, nous allons ajuster au fur et à mesure. Nous allons retrouver nos faiblesses. Pour le cas du Togo, il est ressorti que le virus n'a pas véritablement circulé par l'adoption des mesures que nous avons eues. Mais nous n'allons pas attendre. Il faut reprendre, mais sous certaines conditions. Professeur Agba. Oui. Non, je dis la même chose. Je crois que les premiers cas qui sont arrivés mollo, 1, 6, etc. Ça nous a permis d'apprendre de la maladie. Ce qui s'est passé ailleurs, plus notre propre expérience, nous avons appris de la maladie. Et nous savons aujourd'hui que cette maladie n'est pas arrivée pour repartir. Le vieil adage est toujours valable. La maladie arrive au galop et elle s'en va au pas. Le coronavirus n'est pas venu pour disparaître en un jour. Ce n'est pas la peine d'attendre la fin du coronavirus. Il ne va pas finir maintenant. Il faut apprendre à vivre avec lui. Il faut s'adapter au fur et à mesure. Mais tu as raison de dire qu'effectivement, nous sommes essoufflés, c'est sûr. Nous sommes essoufflés. Les mesures restrictives que nous avons prises, le couvre-feu, l'arrêt des travaux dans les usines, nous sommes arrivés à essoufflement. Maintenant que nous connaissons un peu mieux la maladie, nous reprenons. Il faut reprendre et se protéger, savoir comment marcher avec la maladie. Si nous trouvons... Le fait qu'on trouve un peu plus de cas, moi, ne me ferait en aucun cas. Au contraire, je dis bien au contraire, il faut qu'on en trouve plus. Tous ceux qu'on détecte et qui sont positifs, ce sont autant de contaminateurs en moins. Parce qu'en réalité, ils étaient dans la société, vous ne savez pas qu'ils vous contaminent et ils répandent le virus. Si nous faisons des tests à plus large échelle maintenant, nous allons trouver plus de porteurs du virus que nous allons mettre en observation pour ou les soigner ou nous assurer qu'ils ont fini par éliminer totalement le virus. Donc, oui, reprenons, les cas seront de plus en plus nombreux, mais ça ne nous effraie plus. Nous connaissons la maladie, nous savons comment nous en prémunir. Voilà ce que je dis. Mais
Est-ce qu'il ne faut pas porter la réflexion au niveau sous-régional? Je pose la question parce que certains pays sont en train de faire des efforts, mais est-ce que ces efforts ne risquent pas d'être annulés parce qu'à côté, dans d'autres pays, la situation est encore plus Le endémique? phénomène n'est pas nouveau et ma petite expérience me permet de dire, dans la lutte contre la poliomyélite, le Togo a fait de très grands progrès. Il est arrivé un moment où l'OMS allait nous certifier Togo sans polio. Et puis tout à coup, boum, ça a remonté. Pourquoi? Parce que nos frères du Nigeria du Nord surtout, nos frères du Nigeria du Nord nous ont réintroduit le virus de la poliomyélite. Donc vous avez raison de dire, il faudrait qu'on soit concerté, mais vous savez, cette Afrique unitaire que nous construisons, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Si le Ghana n'avait pas ouvert avant, en tout cas c'était concerté avec nous pour ouvrir correctement nos frontières, nous n'aurions peut-être pas eu tous ces cas que nous avons eus à Djarpanga, où nos compatriotes étaient bloqués là-bas au Ghana, où les cas certifiés sont autour de 8 000, 9 000 maintenant. Hein. Nous sommes à 500 et nous crions. Le Ghana est à 9 000 cas. Mais la population du Ghana est plus importante de toutes les façons. Mais pas dans cette proportion quand même. Pas dans cette proportion. Professeur Salou, comment résoudre cette énigme du Sphinx? Le ministre l'a dit, il faut qu'on avance. Oui, il faut qu'on avance. Et sur le plan sous-régional, je crois que quand même des efforts sont faits au niveau de l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, où il y a des concertations sur les mouvements transfrontaliers, il y a des webinars. Et le conseil scientifique l'a proposé pour dire, par exemple, l'ouverture des frontières devait se faire de façon concertée, pour ne pas que l'effort de un soit annulé par l'effort de l'autre. Donc, c'est des choses qui sont en perspective, mais il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et cela devrait se faire, si vous regardez ce que le Togo fait, cela se fait progressivement. Nous allons commencer par répondre, si vous voulez, aux questions des téléspectateurs qui peuvent s'adresser à vous, à nous, à travers nos réseaux sociaux, surtout notre compte WhatsApp. Nous allons découvrir la question du 90 35 92, 90 35 92. Alors, si je comprends l'explication du docteur Iou, c'est dans le plateau précédent, selon laquelle aucun médicament ne tue un virus, et c'est-à-dire que tous ceux qui ont contracté le Covid-19 guérissent en ayant toujours le virus dans l'organisme. Je pose la question au bactériovirologue, professeur Salou. Merci. Je voudrais rassurer le téléspectateur qu'effectivement, comme le professeur Iou le dit, nous n'avons pas beaucoup de molécules virucides. Vous pouvez avoir des molécules qui soient virostatiques, qui bloquent la multiplication du virus. Mais dans la lutte antivirale, les cellules de l'individu et la production d'anticorps jouent un rôle important. On parle d'anticorps neutralisants. Sémantiquement, le mot neutralisant a tout son sens ici. C'est des anticorps qui vont neutraliser ce virus-là. Et donc, quand l'individu est déclaré guéri, aujourd'hui, la définition que nous avons, c'est que virologiquement, il n'y a plus de virus. En lui, on a fait les tests. Quoique, la littérature montre que certains sujets peuvent excréter sur le long terme. J'ai vu même un papier où on parle de pendant 63 jours même, où on a retrouvé des virus encore, mais il est guéri. Mais n'oublions pas que la technique que nous utilisons pour faire le dépistage permet même d'identifier des séquences de virus morts, puisque c'est du moléculaire. Il peut être mort. Il peut être mort, mais on peut le détecter. Ça, c'est l'autre aspect. Sinon, si un individu est déclaré guéri, je voudrais rassurer la population que cet individu est guéri. Et on peut faire la preuve aujourd'hui, le démontrer par la présence même des anticorps de type IgG qu'on pourrait détecter chez le sujet à un moment donné. 90 74 34, 90 74 34. Salut aux éminents professeurs et pour la hauteur de la qualité des débats. Le gouvernement a revu à la baisse les prix des produits pétroliers, mais cela ne se ressent pas dans le secteur des transports. Le gouvernement doit y réfléchir pour soulager un peu les commerçants qui doivent revitaliser les autres villes de l'intérieur du pays et les voyageurs du genre. C'est Sidoine qui nous écrit d'Atapamé. Merci beaucoup Sidoine pour votre fidélité. Oui, c'est vrai, il faut la remercier, mais vous savez, tout se tient, n'est-ce pas? Tout se tient. Au même transporteur, nous avions demandé de ne plus faire de surcharge. Nous avons demandé aux gens qui transportaient 15 personnes,
C'est comme ça qu'on les appelle les minibus à 15 places. Nous leur avons dit de transporter 9 personnes. C'était déjà un manque à gagner qu'ils ont supporté. Alors maintenant que la baisse des carburants vient, bon, ça compense un peu ce qu'ils peuvent avoir pensé avoir perdu avant. Donc c'est comme ça que nous vivons par des réajustements. C'est ce que je réponds à cette... Que faire pour donc faire respecter les prix de transport? Faut-il faire plus de contrôle? Si les prix continuent à baisser, le gouvernement va finir par, le ministère du Commerce va si le finir prix continue par augmenter, vous voulez dire? Non, baisser. Le prix du Non, carburant. il parle de prix des transports. C'est pourquoi je dis, si le carburant est stationnaire comme il est actuellement, ou bien si les prix baissent encore, le gouvernement va prendre l'initiative de demander aux transporteurs de baisser leurs prix. Voilà. 92, 88. Alors, nous tenons à féliciter les responsables en tête pour la riposte contre le Covid-19. Alors, donc, on va transmettre le message au professeur Salou pour le reste de son équipe. Alors, plus de révélations à vous. Nous voulons savoir si le gouvernement dispose des bavettes pour les élèves qui sont appelés à reprendre les cours dans les jours à venir. Professeur Salou. C'est Justin Alassani qui nous écrit. Oui, dans les propositions du Conseil scientifique, cela a été mentionné. Attendons de voir, mais je crois que le gouvernement, dans sa gestion de la crise, aujourd'hui déjà, les bavettes sont sponsorisées, comme on le dit. Il y a des structures pour lesquelles, comme INAM, où on vendra la paix à 350 francs. Et vous avez vu que les prix ont été homologués. Je suis convaincu que des efforts vont être faits, mais déjà, de ma place, il faut que les parents d'élèves aussi s'apprêtent à participer à cet effort. Parce que si le gouvernement propose une bavette pour la journée de classe, par exemple, il faut que le parent aussi s'apprête à ajouter une bavette. Une deuxième bavette. Une deuxième. C'est un travail d'équilibriste. Absolument. Voilà. Nous sommes ensemble. Et puis, ce qui va être important surtout, c'est s'assurer que lorsque nous allons envoyer nos élèves, nos enfants, l'enseignant ne va pas les contaminer. Donc, tous les enseignants devront systématiquement être dépistés et puis qu'eux-mêmes portent de façon permanente le masque pour ne pas émettre des virus. 92 72 17. 92 72 17. Une nouvelle question. Qu'est-ce qu'il dit? Il voudrait savoir pourquoi les marchés fonctionnent normalement à l'intérieur du pays et que les églises restent toujours fermées. Pas seulement les églises, les mosquées, les écoles aussi, mais la population nombreuse se retrouve au marché. Iou Koku, qui nous écrit de Tchévier. Bon, ce n'est pas la même chose. Autant les églises et les mosquées, jusqu'à présent, on ne les a pas réouvertes parce que nous savons que pour prier son Dieu, c'est même ce qui est préconisé dans notre Bible, hein, il faut s'enfermer et prier son Dieu vraiment face à face. Dans le secret de ta chambre, ton Dieu te le revaudra. Et il faut que ces auditeurs-là aillent relire un peu le Nouveau Testament. Ce n'est pas la même chose pour le marché. Si on avait fermé les marchés, je vous assure qu'il y aurait révolution partout, révolte partout. C'est là où nous allons nous approvisionner. Et vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas votre champ de maïs, vous n'avez pas votre champ de tomates, vous êtes obligé d'aller au marché pour vous approvisionner. Donc, tous les gouvernements ont pensé que c'était un mal nécessaire. C'est vrai que c'est au marché qu'on se frotte le plus, mais c'est là-bas qu'on peut aller s'approvisionner. Si on avait fermé les marchés aujourd'hui, cet auditeur qui a posé la question, je suis sûr que c'est lui qui serait dans la rue le premier pour protester. Nous allons aller à Kumakonda, 91 83 80, 91 83 80. Maxwell Evenounier qui nous écrit. Qu'est-ce qu'il dit? On va prendre la fin de son message. Le message est un peu long. Alors, il dit, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, différentes spécialités médicales sont impliquées dans le traitement des patients infectés. Quelles sont les différentes spécialités mises en jeu et quels sont leurs rôles à chaque étape du traitement? Un deuxième volet de sa question, quel accompagnement financier pour les organisations de la société civile qui s'impliquent dans la lutte contre le coronavirus? Et lui-même, il est de l'ONG Centre d'action pour le développement rural depuis Kumakonda. Le premier volet de la question, oui. Vous nous dites régulièrement qu'il s'agit d'un traitement holistique dans le cadre du coronavirus. Alors, quelles sont les différentes spécialités qui sont impliquées dans le traitement de la maladie? Comme disent nos collègues de la prise en charge,
il s'agit de traiter le patient atteint de Covid-19 et non de traiter Covid-19. C'est vrai que si peut-être pour le début, en ligne de front, nous avons vu les infectiologues et les pneumos, mais c'est une maladie qui intéresse toutes les spécialités de la médecine. Si vous avez une femme enceinte qui est atteinte de Covid-19, le gynéco va être appelé. Il y a un problème cardiaque, on va appeler le cardiologue, ainsi de suite. Vous avez un problème au niveau du tube digestif, on va appeler le gastro-entérologue. Donc, c'est tout. Et là, dans la logique où nous sommes en train de partir d'ailleurs, c'est une maladie que tout médecin, tout assistant médical devra pouvoir s'apprêter à prendre en charge. Mais on va vivre dans le mode d'une grippe. Donc, il faut déjà, même pour les testings, le dépistage, et nous sommes en train de réfléchir pour voir comment permettre à un certain nombre d'individus, des agents de santé, qui puissent réaliser les prélèvements, comme on le fait pour le liquide céphalorachidien, sous encadrement d'un médecin. Professeur Agba, Oui. c'est sûr, donc ça veut dire que la plupart des spécialités, en tout cas, sont impliquées. On ne peut pas les citer d'avance. Tout dépend donc de ce que le patient présente comme... C'est qu'il était infecté par coronavirus, qu'est-ce que cela donne? Vous dites autrement cette affaire-là, d'ailleurs, vous voulez parler de comorbidité. C'est ça. Quand le malade arrive avec le coronavirus, il a d'autres maladies. sous-jacentes, oui. Voilà, il faut soigner toutes ces maladies-là. Il faut les détecter et les soigner. Parce que parfois, les gens meurent d'autres maladies que du corona en réalité. Donc le seul médecin qui n'est pas concerné, c'est peut-être le médecin vétérinaire pour le moment. Non, pour le moment, non. Pour le moment, non. Sauf pour soigner les... Encore que, réfléchissons aussi sur du volet transmission interespèce. C'est ça. Là, il parlait du centre de prise en charge. Et là, Allez, oui. non. C'est... Il y a une deuxième partie de la question. Deuxième volet de la question, il parle de financement pour les OSC, les organisations de la société civile. Bon, c'est toujours la même question. Et ça rejoint un peu les établissements privés. Qu'est-ce que l'État fait pour les établissements privés alors qu'ils n'ont pas touché de salaire, etc. C'est très difficile, c'est compliqué. Alors, si ces bonnes volontés-là se sont mises dans la lutte avec le gouvernement, c'est bien. On se félicite de cela. Mais dire que les moyens que le gouvernement a mobilisés, les distribuer aux organisations de la société civile, c'est un peu difficile. Moi, je ne peux pas m'engager dedans. Je pense qu'ils trouvent des partenaires, il faut les encourager à trouver des financements pour les aider dans la lutte qu'ils ont abordée eux-mêmes spontanément et volontairement. 91 08 40. Je jette des fleurs à tout le plateau. Moi, j'ai des inquiétudes par rapport à la réouverture des universités. Ne serait-il pas une grave erreur, vu que cette réouverture entraînera un grand mouvement au sein de la population entre les villes, surtout universitaires? Mais on ne peut pas non plus tout bloquer. La nation a besoin de vivre et de continuer à progresser. Moi, j'ai vu de très belles affiches là. C'est un établissement privé dont je ne me rappelle pas le nom, où une étudiante et un étudiant se saluaient par le coude, comme nous faisons actuellement. Et le logo, c'était « Tu te protèges, je me protège et nous sauvons l'année universitaire ». Les parents d'élèves et les étudiants ont investi beaucoup. Nous sommes presque au bout, encore un mois de cours, et on peut faire des examens pour passer en trimestre supérieur. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Mais dire qu'à cause de cette crainte de la propagation, on arrête tout, je ne peux même pas imaginer cela. Je ne peux pas imaginer cela. Et moi, j'ai bien aimé la formule du ministre des Enseignements primaires et secondaires. L'année ne sera pas blanche. Nous nous accrochons à ça. L'année ne sera pas blanche. Maintenant, il faut trouver un modus vivendi, comment faire, comment s'arranger, comment faire la distanciation, etc. Bon, j'apprends d'ores et déjà que, je prends les cas de l'école primaire. On dit que si on rappelle les CM2, ce sera seulement les CM2. Et ces CM2-là, s'ils étaient une classe de 80 ou de 60, on va les éclater. Ils seront 20, 20, 20. Les autres enseignants qui ne sont plus occupés vont servir à encadrer. Voilà des solutions pratiques qu'on peut mettre en œuvre pour sauver l'année. Je ne sais pas si le professeur Salou a quelque chose à ajouter, sinon on progresse sur la question suivante. D'accord, 91 62 16, 91 62 16.
Sa question est la suivante. Comment les membres de l'OMS sont-ils choisis? Sont-ils des spécialistes de la santé ou simples fonctionnaires des États pour ne pas être en mesure de proposer un protocole de traitement de Covid-19? On a l'impression que cette organisation ne semble pas trouver sa marque en laissant l'humanité périr à ce jour. C'est aussi des vérités qu'il faut dire, sa vérité. Oui, heureusement que c'est sa vérité. Je pense que l'OMS, quand même. Moi, je voudrais dire quelque chose. Peut-être qu'on dira que je suis, c'est pas chauviniste. Pour une fois, où un Africain dirige cette organisation, il me semble que c'est nous les Africains qui sommes les premiers à envoyer des flèches à cette organisation, qui fait beaucoup. J'ai encore vu... Mais une organisation peut-être qui mérite aussi ses flèches. Hein? Non, on dit ça autrement. L'organisation a donné des bâtons pour qu'on le frappe avec. Voilà, peut-être. Mais dans le mode de fonctionnement de l'OMS, c'est toujours passé comme ça. Tout revient aux États. L'OMS n'est que cette instance-là qui rassemble toutes les propositions et fait des recommandations. C'est comme ça que c'est toujours dit. Il vous appartient de les adopter ou de vous les approprier, ainsi de suite. Moi j'ajouterais qu'en réalité, cette maladie-là, qui est occasionnée par le nouveau coronavirus, il faut retenir les termes de nouveau. C'est parce que c'était nouveau, les tâtonnements, les allers-retours me semblent être... C'est normal. Non, c'est normal. C'est vrai, on apprend chaque jour, on désapprend et on se rattrape. J'ai trouvé courageux que l'OMS ait reconnu que, attention, la publication du Lancet m'a induit en erreur. J'autorise la reprise des essais cliniques. Moi, j'aime ça. Et se tromper, c'est humain. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mais à ce niveau-là, si on se trompe sur une étude que vous avez lue, vous avez émis des réserves au sein de l'OMS, qui devait avoir plusieurs lecteurs, est-ce qu'il faut tolérer ce genre elle n'était vraiment pas scientifique. Non, on savait ça. Il y a un canevas de recherche et de documentation. Alors, 91 08 33, 91 08 33. On va prendre sa deuxième question. Alors, quelles sont les indications données au centre de santé dans la gestion du Covid-19? Le corps médical d'un CHR du Togo a refusé de traiter un proche parent souffrant d'une maladie dont il souffrait depuis, ce qui le faisait tousser. Ils l'ont laissé sans traitement de 23h à 7h quand il a rendu l'âme, disant qu'il était un cas de Covid-19. Maintenant, les médecins sont venus porter les combinaisons pour faire le prélèvement envoyé à Lomé, prélèvement qui s'est révélé négatif. Alors, son observation, quel regard jetez-vous sur cette attitude des gens qui ont prêté le serment d'Hippocrate? La santé du malade est-elle la première préoccupation? Santé, serment d'Hippocrate ou serment d'hypocrite? Vous voyez que nous rions sur le plateau. Mais je voudrais que tous ces téléspectateurs, tous nos concitoyens comprennent qu'il y a un élément qui est ressorti tout à l'heure, le caractère nouveau, fait que tout le monde a eu peur. Même le soignant a eu peur. Surtout le soignant. Oui, qui ne sait pas, surtout, qui ne sait pas si c'est du corona ou pas. Mais qui doit, comme il a dit par le serment d'Hippocrate, faire son travail. Il doit prendre en charge quand même le malade. Ce que nous avons demandé est en train d'être fait. C'est l'accessibilité à ce test. Je pourrais dire sur le CHU Sylvanus Olympio, dès que les tests moléculaires, tests rapides comme le GNSPET, sans publicité aucune, étaient mis en place, on s'est rendu compte que rapidement, 2 heures, 3 heures après le prélèvement, on avait le résultat. Et aujourd'hui, des directives ont été éditées pour faciliter la gestion, l'approche globale. C'est la santé globale. Ce n'est pas une affaire de Covid, parce qu'il n'y a pas que Covid. Donc, il y a eu peut-être des manquements, mais tout cela est en train d'être maîtrisé. Un médecin qui recule devant un malade, c'est comme un militaire qui fuit le combat. Ah, oui, absolument. Dans l'armée, ça se passe plus rapidement. On les fusille. Voilà. 90 78 27 90 78 27 mais bon, peut-être Oui. vous n'avez pas suggéré qu'on le fusille. Non, pas du tout. Non, j'ai dit dans l'armée. Dans l'armée, c'est comme ça qu'on fait. Vous avez été Tout à fait. Vous donnez la mort. Donc il faut accepter de la recevoir aussi, cette mort-là. Si vous reculez au combat, le général vous fait fusiller. Ça fait exemple. Justement, pour apporter la précision, est-ce qu'on peut travestir vos propos aussi? Non. 90 78 27 90 78 27. Qu'est-ce qu'il nous dit?
Depuis un moment, Covid Organisme est étudié au Togo. Au terme de l'étude, ou du moins pour l'instant, est-ce qu'on peut dire que c'est un médicament sérieux? Professeur Salou? Très belle question. Mais je demande aussi de la patience encore parce que... Non, il ne demande pas les résultats. Il veut dire... Bon, dire si le médicament est sérieux ou pas, c'est une conclusion. Le professeur dit justement que comme on est en train d'étudier le produit, on ne peut pas donner des demi-résultats. Demi-résultats? Non. Est-ce que vous avez entendu le Togo faire une communication sur Covid-19 à ce jour? Non. Il faut s'en tenir à cela pour l'instant. Est-ce que vous avez eu des propos, des commentaires de sorte que les malades de Covid-19 n'ont pas été pris en charge au Togo pour l'instant? Non. Je crois qu'on peut avancer. Est-ce qu'il y a des guérisons? Oui. 93 59 32. 93 59 32. Veuillez s'il vous plaît plus nous éclairer. Pourquoi le port de masque à ce jour n'est pas rendu obligatoire? En effet, nous voyons bon nombre de citoyens qui se bousculent dans les marchés, devant les banques et devant les forces de l'ordre. Aubin, c'est Aubin qui nous écrit depuis le quartier des Étoiles à Tapamé. Quartier des Étoiles à Tapamé. Bonjour à Tapamé. Le port du masque est obligatoire pour le personnel soignant. Le port du masque est obligatoire pour les forces de sécurité qui veillent à l'application des mesures barrières. Mais le port du masque est fortement recommandé pour tous les autres. Fortement recommandé. Et je suis étonné qu'Aubin puisse dire ça dans les banques, de l'expérience que j'ai. Quand vous arrivez devant une banque, d'abord, il faut se laver les mains. Si vous ne portez pas votre masque, vous n'entrez pas. On vous prend votre température pour voir si elle est dans les normes, si vous n'avez pas déjà une hyperthermie. Ces 3 précautions sont prises dans toutes les banques. Je ne sais pas dans laquelle lui, il a pu entrer sans bavette. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Non, même pour compléter, vous n'avez pas connu l'histoire de ce monsieur qui devait faire un retrait à la banque. Et de banque en banque où il passait, on lui exigeait de se laver les mains, de se soumettre aux mesures. Et comme il y avait du monde, il ne faisait que changer de banque. Je crois qu'à la 5e ou 6e banque, il dit, mais finalement, ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai fait que laver les mains. Voilà. Mais la question évoquée par notre téléspectateur a un sens. Ça, ce sont des mesures individuelles. Oui. Alors, pourquoi l'État ne décide pas de rendre le port du masque obligatoire? C'est arrivé dans plusieurs pays. Cela est à envisager. Mais en même temps, 3 mois après l'épidémie, oui, on vous a dit le port de masque est fortement recommandé. C'est du français. Et aujourd'hui, moi, quand je circule, 60 à 80% des gens que je rencontre, en tout cas Lomé, portent le masque. Mais en même temps, il faut que ce masque-là soit accessible. Nous sommes allés vers le choix des masques artisanaux. Les uns et les autres sont en train de les produire. Il y a eu un communiqué pour que le masque soit accessible. On vous a dit 100 francs pour les masques non réutilisables et 200 francs pour les masques réutilisables. Il faut donner le temps un peu à la population de commencer à s'approprier la chose. Et puis, à un moment donné, celui qui ne va pas se conformer, alors on pourra l'interpeller. Mais pour l'instant, c'est fortement recommandé et je demanderai à Aubin de se faire le porte-voix et sensibiliser les gens, les uns et les autres, autour de lui pour que ce masque-là soit porté. C'est une bonne chose. 92 16 52. 92 16 52. C'est Jean-Baptiste qui nous écrit depuis Aguenivé Logopé. Que dit Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il a posé 2 questions. On va prendre la deuxième question. Alors, lui ne comprend pas l'utilité du couvre-feu mis en œuvre depuis le 2 avril. Pour lui, le couvre-feu n'a pas limité la propagation du virus. En revanche, il a rendu complexes les conditions de vie des populations et il a contribué à des violations énormes des droits de l'homme de la part des forces de l'ordre, à relativiser. Il y a des cas signalés, des cas de bavure, de couvre-feu, mais généralisé, il me semble que c'est dangereux. Non, bon, les bavures, on ne va pas en parler puisque le général Yark a dit suffisamment sur ce sujet, mais le couvre-feu a apporté beaucoup. Et depuis le changement de commandement de la force anti-Covid, il y en a moins. Est-ce qu'il y a eu un cas qui a été signalé? Il y en a moins en tout cas. Bon, ça veut dire que... Depuis le changement de commandement, il n'y a plus de bavure. Donc le commandement méritait d'être repris. L'armée a donc fait ce qu'il fallait. Ça fait 1. Il y a eu des cas isolés hors couvre-feu. Et le couvre-feu, il fallait qu'il ait lieu. Nous connaissons
C'était une période de grande chaleur, quand viennent les stations ne plus fait chaud. Donc les gens aiment bien le soir être dehors, se frotter les uns aux autres. Donc, avec des risques de contamination. Quand on a dit que le soir, chacun reste chez lui, je suis sûr que ça a réduit d'au moins moitié le risque de contagion. Forcément. Forcément. Parce que le soir, quand on a pris une bière ou deux, on s'oublie un peu. Hein, la distanciation n'est plus là, etc. Non, il fallait absolument ce couvre-feu que beaucoup de jeunes ont découvert. Nous qui sommes de l'ancien temps, nous on sait ce que c'est que le couvre-feu. Mais les gens ont découvert que, attention, il était l'heure, je dois rester chez moi, je ne dois plus sortir. Non, c'est un semi-confinement aussi. Hein. Bon, oui, pourquoi pas. Beaucoup d'entre nous ont fait d'ailleurs de l'autoconfinement. Il y avait du semi-confinement, il y avait de l'autoconfinement. Tout le monde a pris les mesures qui le permettaient de se protéger du virus. Et ça a ramené un grand calme le soir, maintenant que le coup de feu, je dis couvre-feu, pas coup de feu. Hein. Non, on va le réduire. Qui est ramené à 22h, les bruits commencent par revenir. Mais est-ce que ça me permet d'ouvrir une parenthèse? Pourquoi on ne peut pas résoudre ce problème de nuisance sonore dans les différents quartiers? C'est la professeur qui s'occupe. Vous savez, c'est ce que je disais. Gouverner, c'est beaucoup de choses en même temps. Oui, mais ça, c'est une chose simple. Ça, ce n'est pas une priorité. Non, les nuisances. Il suffit de contrôler, de sévir les nuisances. Les nuisances des bars, les nuisances des temples. Oui, exactement. C'est la liberté individuelle. Si on commence à frapper sur les passeurs, les mêmes journalistes vont dire au Togo, on ne permet pas aux passeurs d'exercer librement leur profession qui est de sauver des âmes. Alors donc, vous avez tant peur des journalistes et la presse, elle évoque beaucoup de choses, mais qui continuent. C'est un équilibre. C'est un équilibre. On apprend à vivre ensemble. Et s'il y a beaucoup de bruit et que les riverains se plaignent, je sais qu'il y a un secteur du ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ça, qui va venir faire la remontance au bar pour qu'ils baissent un peu les décibels. Mais est-ce qu'il faut attendre forcément que les gens se plaignent toujours? Pourquoi ne pas faire une surveillance? Ça peut exister dans un pays... Ce sont des choses simples. Il y a beaucoup de chômeurs. Pourquoi ne pas recruter des gens? Et les pays avec quoi? Les amendes qui seront récoltées. Les pays avec quoi? Les amendes qui seront récoltées. C'est pas assez. C'est pas assez. Peut-être avez-vous une question sur l'utilité, enfin une réponse sur l'utilité du couvre-feu? Non, le ministre l'a dit. Les ophtalmos vous le diront en plus encore que le soir, la nuit tombée, pour bien voir, il faut se rapprocher. Il faut toucher. Et donc... On transmet le virus plus rapidement. Donc je crois que le couvre-feu était salutaire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la population était un peu exaspérée. Vous avez vu que le gouvernement est passé de 19h à 21h, plus de 21h à 22h. Et je dis, si nous sommes disciplinés, si nous respectons les mesures barrières, sous peu, et le Togo n'est pas seul dans le monde. Oui. Hier, nous avons entendu les protestations dans les rues de Dakar. Au Sénégal, la population également se plaint du couvre-feu. Mais c'est une étape que nous devons absolument passer. 92, 67, 66, je n'ai pas très bien saisi sa question, mais il demande de prier. Pour lui... prier est nécessaire pour que la pandémie s'en aille. Bon, on ne va pas dire non. Prier, ça ne fait pas de mal. Hein, crier vers son Créateur, mais La Fontaine l'a dit, hein, aide-toi et le ciel va t'aider. Où plaide-t-il la réouverture des églises et des lieux de culte? Pendant que nous prions, nous respectons les basses barrières et Dieu va nous aider. Professeur Salou? Oui, prions. On peut prier chacun chez soi parce qu'il me semble qu'il plaidait pour la réouverture des... La foi, c'est une relation personnelle avec Dieu. Et on n'a pas besoin d'être... Et là, on a eu l'occasion, Pâques a été fait dans l'urgence sanitaire avec le couvre-feu, tout et tout. Les musulmans aussi. Les musulmans ont jeûné 30 jours. La Corité aussi. Et cela n'a rien changé. Nous apprenons tous les jours. Et maintenant, je crois que beaucoup de musulmans ont compris, beaucoup de chrétiens ont aussi compris que c'est une question personnelle. Donc, peut-être une expérience à étendre au-delà de l'après-Covid-19. Ah non, certainement pas. Non. Quand nous aurons levé les mesures restrictives, les gens devront pouvoir aller prier leur Dieu dans les lieux. Dans la maison de Dieu. Voilà. C'est ça.
Même si Dieu est omnipotent, ça veut dire qu'il est Omniprésent. Ça veut dire qu'il est dans toutes les maisons, parmi nous aussi. 90, 90, 71, 99. 90, 90, 71, qu'est-ce qu'il nous dit? Merci pour les efforts dans la lutte contre le coronavirus, merci beaucoup. Alors, les Anglais ont essayé l'immunité collective, mais ils l'ont abandonnée à cause de la vieillesse de leur population. La population africaine, dont le Togo, est jeune. Est-ce qu'il ne serait pas une bonne stratégie de tester cette immunité collective? C'est Étienne qui nous écrit, professeur Salou. Nous n'avons pas fait le choix de tester l'immunité collective et livrer les gens à la maladie. Le Togo n'a pas fait ce choix. Nous avons soustrait nos populations de l'effet du virus. Et si un d'entre nous venait à être infecté, on le prend en charge. Et je pense que cela marche progressivement. Et d'ici, toute notre prière, c'est qu'un vaccin soit trouvé rapidement. Et en ce moment, on pourra procéder à la vaccination de nos populations. Ils sont très très nombreux à demander encore le contact du professeur Agba. Allons-y. On ne va pas donner en direct, mais Non, oui, c'est-à-dire après le plateau... Ils t'appellent et puis tu leur donnes. D'accord, l'autorisation, c'est accordé. Aucun problème. 233 56 165. 233 56. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Bonne émission. Au Togo, selon les informations, les classes reprennent le 8 juin, en quelque sorte. Nous, on n'a pas cette information. Non, nous ne l'avons toujours pas. Le bruit a couru, mais tant que l'autorité ne l'a pas dit, pas le canal habituel. C'est pas la télévision qu'on nous avait dit que les classes étaient suspendues. C'est pas la même télévision qu'on nous dira quand il faut reprendre. Alors, il demande, est-ce que les mesures barrières peuvent se respecter dans les établissements? Si oui, qu'en est-il du regroupement des individus? Il y a aussi d'autres élèves qui habitent au Ghana. Que feront-ils si les frontières demeurent fermées dans cette situation du Covid-19? Richman Agbo, depuis le Ghana. Il faut le rassurer. Les personnes en charge de ce secteur, ils travaillent. Voilà. Rien ne se fera au hasard. Et ça sera combiné. Si vous voulez réouvrir, vous allez absolument ouvrir les frontières. Vous allez lever les barrières entre les préfectures. Puis jusqu'à présent, on ne peut pas passer d'une préfecture à l'autre. Vous le savez, ça. Lorsqu'on aura dit que les classes reprennent, ça va aller ensemble. C'est un ensemble de mesures qui sont cohérentes les unes avec les autres. Une question de Sokodé, 90 75 10. Sokodé au Togo, 90 75 10. Alors, est-ce que cette affaire l'affaire de Covid, pas Covid, Novici existe encore? Oui. Alors, parce que ici à Sokolé, nous avons réussi à avoir, ils n'ont pas réussi à avoir la 3e tranche. Or, c'était prévu pour le 1er juin. Jusqu'à présent, rien. Nous ne sommes que Ils ont eu 2 tranches. Nous ne sommes que le 7 juin. Entre le 1er et le 7 juin. Le 7 juin, ça fait Non, une semaine, professeur Agba. Moi, j'ai lu les derniers chiffres. J'ai vu qu'à Sokodo, on a distribué à peu près 1,5 milliard. 500 millions déjà été distribués. Oui, il reconnaît 2 tranches. Il attend la 3e tranche. Il va la recevoir. Un peu de patience. Un peu de patience. Il va la recevoir. Dès l'instant qu'il a été jugé digne de recevoir cette aide-là, qu'il a déjà reçu 2, pourquoi l'État ne lui donnerait pas la 3e? Un peu de patience. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce téléspectateur? 99 48 30. 99 48 30. Je vais découvrir la question en même temps que vous. Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir, le plateau 1. Alors, il dit, montre que nos soignants méritent nos remerciements. Oui, le plateau 1 montre que nos soignants méritent nos remerciements et félicitations. Question 2. Allons-nous continuer à avaler les édits de l'OMS, sachant que l'OMS ne dispose pas de laboratoire et que ces recommandations risquent de revertir des couleurs politiques? Je pense que les Togolais doivent s'encourager à investir davantage de façon méthodique dans le secteur de la santé. Professeur? Je crois que c'est des suggestions. Et si j'ai bien compris sa question, Il ne doit pas dire que l'OMS n'a pas de laboratoire. Tous les laboratoires sont de l'OMS. Ah oui, ça, l'OMS a des savants, qui sont... Il y a des laboratoires accrédités OMS, Comment? qui sont des laboratoires de référence pour lesquels on travaille. L'OMS n'est pas une structure figée à un endroit. Administratif comme ça, non. L'OMS a beaucoup de laboratoires. 90 87 49. 90... 87-49. Vraiment, je demande que le ministère de la Santé crée un comité de suivi de gestion des CHR au Togo pour une meilleure gestion des structures sanitaires.
Pouvez-vous comprendre qu'il y a longtemps qu'il existe plus de bilans ionogramme sanguin au CHR à Tapamé, alors qu'un cardiologue est sollicité régulièrement pour soigner les patients. Imaginez si on a besoin de ce bilan pour un patient atteint du Covid-19. C'est Christophe qui nous écrit. Je renvoie la question spécialiste parce qu'il y a des thèmes techniques que je ne comprends pas. Ionogramme, oui. Ouais. Il a parlé de cardiogramme. C'est un examen qui permet de mesurer la quantité des ions dans le sang, notamment le sodium, le potassium et le chlore. Et c'est bien indiqué chez les malades de cardiologie ou en cas de déshydratation, on peut le faire. Mais je pense qu'il pose un problème individuel d'une structure de santé. Le CHR d'Atapamé fait les héliogrammes, peut-être l'équipement est en panne, il faut le reprendre. Ça m'étonne que ce soit celui-là qui l'a cité, parce que dans un passé récent, lorsque la contractualisation a été mise en œuvre, c'est Atapamé qui nous a été cité plusieurs fois comme modèle. Ils avaient fait en tout cas des progrès significatifs. Peut-être, comme dit le professeur Talou, que la structure peut-être a été un peu en panne, de façon passagère. Surtout avec ce que nous connaissons en ce moment, vous pouvez avoir un problème de panne où la maintenance ne peut pas être assurée parce qu'il y a un défaut d'une pièce, qui sont des problèmes collatéraux liés à la gestion de Covid. Et qu'on trouve partout. Qu'on trouve partout. Donc, bon. Alassani Mouanam, 92 81 50. 92 81 50, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, pourquoi le gouvernement n'appuie pas les élèves? Pourquoi le gouvernement n'appuie pas les élèves? Qu'est-ce qu'il veut entendre par là? S'il s'agit des étudiants... Non, les étudiants ont des aides universitaires et on a dit dès le départ qu'ils ne sont pas de la même façon que les retraités, etc. Alors les élèves, ça fait beaucoup, hein? Les parents sont pris en charge. Ça fait beaucoup. On prend en charge les parents. S'il faut prendre tous les élèves du Togo en charge, les ressources dont dispose l'État ne sont pas extensibles à ce point. L'appui dont il n'était pas en confinement total. Souvent, on traite la question comme si on avait été totalement confiné, comme dans certains pays. Aucun pays africain ne l'a fait. Oui, mais l'économie quand même a été très très perturbée. Hein. Il y a des secteurs d'activité qui sont totalement bloqués. C'est pourquoi nous nous battons pour que tout doucement on reprenne et que chacun retrouve sa production d'antan. C'est ça. Félicitations à New World, 90 61 27, 90 61 27, d'avoir pris son bâton de pèlerin contre cette pandémie. Merci. C'est vraiment remarquable. Alors, ça nous va droit au cœur. Quand on pense à un remède, vous pensez aussi à un vaccin où ce n'est pas possible. Un vaccin serait le bienvenu puisqu'on doit vivre avec la maladie. Professeur Salou. Oui, c'est ce que nous avons dit. Le salut, ce serait le vaccin. Et si le vaccin est disponible, moi je suis candidat à me faire vacciner. Malgré la controverse autour du vaccin. Hein. Non, et je profite de l'occasion pour dire il faut qu'on se débarrasse des fake news. Je voudrais exhorter nos mamans à ramener les enfants vers les structures de santé pour faire les vaccinations requises. Je disais à TVT la dernière fois, peut-être que si la vaccination n'avait pas existé, des personnes comme nous ne seraient pas là aujourd'hui. Bien sûr. Il faut qu'on reprenne. Il ne faut pas que les gens aient peur en disant si je vais à l'hôpital, on va donner du coronavirus à mon enfant. Parce que c'est des choses que nous avons entendues. Le programme polio, rougeole, tout ce qu'il y a au niveau de l'UNICEF, c'est une préoccupation. Il faut que nos populations intègrent la vaccination. La vaccination nous a fait beaucoup de bien dans le monde. Patrice nous écrit de Cara, 91 62 16, 91 62 16. Merci pour les qualités des débats. Alors, puisqu'on parle de la santé, comment comprendre et expliquer l'absence notoire de scanners dans les CHU, centres hospitaliers universitaires du pays en ce 21e siècle? Patrice depuis Cara. Bon, est-ce que les CHU manquent toujours de Je connais ce sujet-là et on l'a toujours débattu ici. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. À un moment donné, l'État a contracté un gros prêt auprès d'un de nos partenaires, l'Inde, pour ne pas la citer. L'Inde nous a prêté 10 milliards pour qu'on achète du matériel médical. Et malheureusement, il y avait une condition liée. Ces 10 milliards devaient être dépensés chez eux. Vous savez, quand vous gouvernez, vous avez des contraintes comme ça que le bon peuple ne connaît pas.
Alors, les scanners que nous sommes partis acheter là-bas, ils ont été disposés au CHU Campus, au CHU Tocoin, à Cara, etc. Il s'est avéré avec le temps qu'ils n'étaient pas de bonne qualité. Alors, avec la campagne électorale, nous l'avons entendu partout, le chef de l'État a pris l'engagement ferme que de nouveaux dispositifs allaient être acquis. Et, ma foi, coronavirus nous pousse avec vitesse à y aller. Voilà ce que je peux répondre Comment à se fait-il que des cabinets privés, des cliniques privées arrivent à avoir aisément les scanners et que dans les centres hospitaliers, qui sont les centres de référence au niveau national, oui, monsieur il y a le cette journaliste. difficulté? Et ils font ces examens-là à combien? Quand c'est des matériels publics, c'est à la portée de tout le monde. Dans les cabinets privés dont vous parlez là, les examens se font à des prix élevés. Tout le monde n'a pas accès à ce genre d'examens. Peut-être ce que je pourrais ajouter, ces équipements-là, quoique l'État n'était pas, ont été utilisés, à un moment donné, ils sont devenus défectueux. Et pour la maintenance, cela reviendrait plus cher qu'à faire de nouvelles acquisitions. Donc l'État a opté à acheter de nouvelles machines. Samaran, je demande si le couvre-feu est toujours en vigueur à Sokode. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? S'il avait été levé, on l'aurait su. Oui, il a été amoindri, il a été raccourci comme à Lomé, mais il est toujours en vigueur. Mais dans la mesure, il me semble, la pandémie, le cas a été circonscrit. Oui, est-ce que le couvre-feu est toujours en... On va vérifier Ces peut-être. questions-là sont en traitement. Vous avez parlé du bouclage des villes. Aujourd'hui, où tous les districts sont atteints, est-ce qu'il y a lieu encore de boucler? C'est des questions. On dira non. Mais en même temps, dès que, si par malheur, il y a une flambée dans une zone, alors il faudra circonscrire, boucler en même temps. C'est bizarre. On ne peut pas demander en même temps payer nous nos tranches de nos vies ici et en même temps lever le couvre-feu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non, c'est un certain nombre de restrictions qui ont fait qu'on a donné cette facilité. Alors, il dit qu'il n'a pas reçu la troisième tranche et en même temps, il dit qu'il faut lever les restrictions. Non. Merci. Nous arrivons donc pratiquement à la fin de notre panel. Merci d'être venu une fois encore. Non, moi, je vous remercie, vous aussi, les journalistes, et notamment New World, pour tout ce que vous faites pour que la population entende nos exhortations. Et on va les répéter encore une fois. Pas de vaccin, pas de médicaments, ou en tout cas, beaucoup de médicaments sont en train d'être essayés. Seules les mesures barrières sont efficaces. Et les mesures barrières, c'est se laver les mains. Les mesures barrières, c'est porter le masque. Les mesures barrières, c'est de ne pas trop s'approcher les uns des autres. C'est facile, ça ne coûte rien et ça sauve des vies. Professeur Salou, merci d'être passé. Je vous en prie, je vous remercie. Nous remercions New World pour l'opportunité. Et je crois que pour le mot de fin, le ministre a dit l'essentiel, c'est le respect des mesures barrières. Distanciation physique, distanciation sociale, port correct du masque. Ce n'est pas un décor pour la face. Merci. Merci beaucoup. Et nous remercions aussi nos fidèles téléspectateurs qui ont été très, très nombreux à nous envoyer leurs questions. D'autres sont restés en suspens. Tous les jours à 21h, sur New World, nous répondons à toutes vos questions. Nous remercions également la réalisation assurée par Magloire Adokou. Merci pour le travail bien fait. À l'équipe du dimanche, Thomas Choyi qui était sur les caméras. Seigneur Amaglo à la retransmission pour les questions sur les réseaux sociaux. Sylvain Adjeglu qui a assuré le son, la coordination technique. Dans un instant, une nouvelle édition sur votre chaîne. À très bientôt.